Je suis arrivé à Red Hollow un matin de gel, quand la lumière était si blanche qu'elle effaçait les collines. Mon cheval soufflait en nuages courts, mes bottes craquaient sur la glace. La ville n'était qu'un chapelet de bâtiments en planche autour d'une rue principale, avec son saloon, sa forge, son église trop neuve et le bureau du shérif planté comme un avertissement. On aurait dit un endroit ordinaire. Pourtant, dès que j'ai mis pied à terre, j'ai senti quelque chose de serré dans l'air, comme un silence qui attend qu'on fasse un faux mouvement. Au saloon, j'ai demandé un café. Le barman a versé sans me regarder. Les hommes parlaient bas, puis coupaient leurs phrases dès que je tournais la tête. J'étais un étranger, d'accord, mais ce n'était pas seulement la méfiance habituelle. C'était une peur organisée, une discipline invisible. À la table près de la fenêtre, un vieux jouait aux cartes avec deux ranchers. Je l'ai salué pour briser la glace. Il a levé la main, puis l'a reposée aussitôt, comme si le geste lui brûlait. « Tu viens d'où » a demandé l'un des ranchers. Sa voix sonnait comme un verrou. « De l'Ouest. Je cherche du travail. » Ils ont échangé un regard bref, pas un regard d'homme qui calcule la paix, mais d'homme qui évalue un risque. Quand je suis ressorti, le vent m'a fouetté le visage. De l'autre côté de la rue, une femme passait, seule. Son pas était droit, régulier, mais ses épaules portaient une fatigue ancienne. Longue chevelure sombre tressée, manteau trop large, foulard qui cachait la bouche. Sa peau avait la teinte chaude de la terre après la pluie. Apache ai-je pensé, sans le dire, parce qu'ici même les pensées semblaient surveiller. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas elle. C'était la ville autour d'elle. Une mère a tiré son enfant par le bras. Un homme a rentré sa chaise comme on rentre une arme. Le barman, sur le pas de sa porte, a détourné les yeux. Personne ne l'a insulté, personne ne l'a menacé. Ils ont fait pire, ils ont fait comme si elle n'existait pas. La femme a traversé la rue comme on traverse un champ miné, sans courir, sans hésiter. Quand elle est passée devant moi, ses yeux ont effleuré les miens une seconde. J'y ai vu une vigilance douloureuse, pas de supplication, pas de défi, seulement la certitude qu'un faux pas coûte cher. Elle a continué vers l'épicerie, a parlé au marchand. Je n'ai pas entendu les mots, mais j'ai vu la scène. Elle a posé des pièces, le marchand a reculé, main levée, comme si l'argent était du poison. Elle a repris les pièces et s'est éloignée, plus droite encore, comme si l'humiliation faisait partie du trajet. Je suis entré dans l'épicerie. Le marchand, un petit homme au nez rouge, faisait semblant d'aligner des sacs de farine. « Qu'est-ce qu'elle voulait » ai-je demandé. Il a sursauté. « Rien. » J'ai posé une pièce sur le comptoir. « Je ne connais pas vos histoires. » Il a fixé la pièce comme on fixe une flamme. « Garde ton argent. » Son ton n'était pas rude. Il était paniqué. « Écoute, étranger. Ici, on ne parle pas d'elle. » Je suis ressorti et j'ai aperçu le shérif devant son bureau, les mains dans sa ceinture. Un homme large, moustachu, le genre à sourire seulement quand il gagne. « Nouveau visage, a-t-il dit. »« Oui. » J'ai hoché la tête vers la route où la femme avait disparu. « Qui est-elle » Il a suivi mon geste, puis a détourné les yeux, comme si regarder trop longtemps pouvait attirer le mal. Personne. Un mensonge simple, appris par cœur. Elle traîne, a-t-il ajouté. Et toi, tu ferais mieux de te concentrer sur ton travail. Je l'ai laissé parler. Le shérif a glissé sa menace avec le calme d'un homme qui n'a jamais été contredit. Ici, on n'aime pas les gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. J'ai compris. Et pourtant, au lieu de me calmer, cette phrase a allumé quelque chose en moi. Si tout le monde protège le même secret, c'est qu'il vaut cher. En fin d'après-midi, j'ai quitté la ville pour chercher un endroit où camper. Les collines à l'est se couvraient d'ombres violettes. Le ciel s'alourdissait. Sur un chemin étroit, je l'ai vue de nouveau. Elle était accroupie près d'un fossé, la main sur son flanc. Un filet de sang tachait son manteau. Elle a tenté de se relever, mais ses jambes ont tremblé. Je me suis approché lentement, paumes ouvertes. « Hé, tu es blessé ?» Elle a reculé d'un demi-pas, comme si j'étais le danger. Son regard a glissé derrière moi, vers la route, vers la ville, vers un passé invisible qui la poursuivait. « Ne » a-t-elle soufflé, puis elle s'est interrompue. Son souffle était court, coupé par la douleur. Je n'ai pas posé de questions. J'ai retiré ma veste et je l'ai tendue. « Tu vas geler » Elle a hésité, puis l'a prise, non comme un cadeau, mais comme un outil. « Je peux t'emmener quelque part » ai-je dit. « Une grange, une cabane. » Elle a secoué la tête, et ce mouvement a failli la faire tomber. Dans ses yeux, la peur est devenue nette, pas la peur de mourir. La peur que quelqu'un d'autre paie pour elle. Alors j'ai compris la première vérité de Red Hollow. Cette femme ne manquait pas d'aide par hasard.
On l'avait laissée seule volontairement. Et si elle saignait là, dans le froid, c'est qu'elle fuyait encore pas seulement des hommes, mais une règle non écrite que toute la ville respectait. Une règle qui disait « Ne la protège pas ». Je l'ai soutenue par le bras. Elle a tressailli, puis a murmuré un nom que le vent a avalé. Derrière nous, un cheval a henni, et quelqu'un approchait. Je l'ai aidée à marcher sans la presser, en réglant mon pas sur le sien. Chaque pas semblait lui coûter une décision entière. Elle boitait à peine, mais son souffle était irrégulier, comme si la douleur venait par vagues. La nuit tombait vite, et le froid se faisait plus dur, un froid qui mord la peau et rend les pensées tranchantes. Derrière nous, le bruit du cheval s'est éteint. J'ai senti son corps se raidir, prête à fuir encore. Quand rien n'est venu, elle a relâché un peu la pression de sa main sur mon bras. Nous avons atteint une vieille cabane à demi cachée par des genévriers. Un toit bas, une porte grinçante, l'odeur du bois humide. Je n'avais pas prévu d'y rester longtemps, mais c'était suffisant pour une nuit. Je l'ai installée sur une caisse, près du foyer éteint. Elle s'est assise sans se plaindre, comme si se plaindre était un luxe qu'elle ne s'autorisait plus. À la lueur d'une lampe, j'ai vu la tache sombre s'étendre sur son manteau. La blessure n'était pas profonde, mais elle avait saigné assez pour affaiblir quelqu'un qui n'avait pas mangé correctement depuis des jours. « Laisse-moi voir », ai-je dit. Elle a hésité, puis a desserré son manteau. Une entaille au flanc, mal nettoyée, probablement causée par une chute ou un coup mal placé. Rien de mortel. Mais ses yeux ne quittaient pas la porte. J'ai nettoyé la plaie, bandé du mieux que je pouvais. Elle a serré les dents, sans un son. Quand j'ai fini, elle a hoché la tête. Un remerciement silencieux. Je lui ai offert de l'eau. Elle a bu par petites gorgées, mesurant chaque mouvement. « Tu devrais partir », a-t-elle dit enfin. Sa voix était basse, posée, comme si elle me parlait d'un changement de météo. « Ils ne te laisseront pas tranquille si tu restes avec moi », je n'ai pas répondu tout de suite. Les mots « il » et « rester » flottaient dans l'air, lourds de sens. « Qui » ai-je demandé malgré moi. Elle a fermé les yeux, un instant trop long. Ceux qui ont peur de la vérité. J'ai allumé le feu. Les flammes ont pris lentement, crachant un peu de fumée. La cabane a commencé à se réchauffer. Dehors, le vent frottait les branches, produisant des chuchotements qui ressemblaient à des pas. En ville, ai-je dit, personne ne te parle, personne ne t'aide. Elle a esquissé un sourire sans joie. Il m'aide en m'ignorant. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. Elle m'a raconté par fragments, sans ordre, comme on jette des pierres dans un puits pour en mesurer la profondeur. Un accord ancien, des terres promises puis reprises. Un groupe d'hommes qui s'était enrichi sur des eaux et des silences. Une nuit où tout avait basculé, où le feu avait couru plus vite que les cris. Elle ne donnait pas de nom, elle n'en avait pas besoin. « Je suis la preuve qui marche », a-t-elle dit. « Tant que je respire, leurs histoires ne tiennent pas. » Je lui ai proposé de rester jusqu'au matin. Elle a secoué la tête. Chaque nuit passée près de quelqu'un est une nuit où quelqu'un risque de disparaître. Elle parlait sans menace, sans dramatisation, comme une règle apprise trop tôt. Alors pourquoi m'avoir laissé t'aider? Elle m'a regardé enfin, droit dans les yeux. Parce que tu as déjà choisi, même si tu ne le sais pas encore. Plus tard, quand le feu a baissé, j'ai entendu des voix au loin. Des pas, peu. Être deux hommes, peu. Être plus. La femme s'est levée malgré moi, prête à partir. Je lui ai demandé d'attendre. Je me suis approché de la porte, j'ai écouté. Les voix se sont éloignées. Rien n'est arrivé. Pourtant, la peur est restée, épaisse. Tu vois, a-t-elle murmuré. Même quand ils ne viennent pas, ils sont là. Je lui ai donné un peu de pain. Elle l'a accepté cette fois, et j'ai vu la gratitude lui traverser le visage avant qu'elle ne la cache. Demain, ai-je dit, on trouvera un endroit plus sûr. Elle a posé sa main sur la mienne, brièvement, comme pour me faire comprendre la gravité de mes mots. Il n'y a pas d'endroit sûr tant que la vérité est enterrée. Elle s'est allongée près du feu, le dos tourné, vigilante même dans le repos. Je n'ai presque pas dormi. Chaque craquement me réveillait. Je pensais à la ville, au shérif, aux portes qui se ferment. Je pensais à cette règle non écrite qui condamne sans jugement. À l'aube, un bruit de sabots a coupé le silence. 2 cavaliers sont passés sur la route, trop près pour le hasard. Ils ont ralenti devant la cabane. Mon cœur a cogné. La femme s'est redressée, déjà prête à fuir. Les cavaliers ont parlé à voix basse, puis ont repris leur route. Quand le bruit s'est éteint, elle a expiré lentement. « Ils savent », a-t-elle dit. « Ils savent toujours. » J'ai serré les poings. La colère montait, calme et claire. « Alors ils sauront aussi que je ne pars pas. » Elle a secoué la tête. « Tu ne comprends pas encore. Peut être.
Mais je comprenais assez pour savoir que reculer maintenant ferait de moi un autre homme de Red Hollow. Quand le soleil s'est levé, pâle et froid, j'ai pris une décision. Pas une promesse héroïque. Une décision simple. Tu restes ici aujourd'hui. Je vais en ville. Ses yeux se sont assombris. Non. Si. J'ai souri, sans douceur. Quelqu'un doit poser les bonnes questions. Elle a voulu protester, puis s'est tue. S'ils te font du mal, a-t-elle commencé? Ils ne feront rien qu'ils ne soient prêts à voir au grand jour, ai-je répondu, sans être sûr d'y croire. En sortant, j'ai jeté un dernier regard vers la cabane. Elle se tenait droite, malgré la douleur, comme si rester était un acte de résistance. J'ai compris alors que le danger n'était pas seulement dehors, il était dans le silence que tout le monde entretenait. Et ce silence, je comptais bien le briser. La ville m'a accueilli avec un soleil pâle et des regards plus durs que la veille. Je sentais déjà la rumeur me précéder, comme une ombre attachée à mes bottes. Les gens savaient quand un étranger cessait d'être neutre. Ils le savaient avant même que lui ne s'en rende compte. J'ai attaché mon cheval devant le salou, et je suis entré, décidé à écouter avant de parler. À l'intérieur, l'odeur de café brûlé se mêlait à celle du cuir humide. Les mêmes hommes étaient là, aux mêmes tables, mais leur conversation avait changé de rythme. Quand je me suis approché du comptoir, le barman a cessé de nettoyer son verre. « Tu devrais boire et repartir », a-t-il murmuré sans lever les yeux. « Je cherche des réponses. » Et je répondu. Il a soupiré, comme si ce mot lui pesait. « Les réponses coûtent cher, ici. » Je me suis assis près du vieux joueur de cartes. Cette fois, il n'a pas détourné le regard tout de suite. Ses mains tremblaient légèrement. « Vous l'avez vu hier », a-t-il dit à voix basse. Ce n'était pas une question. Oui. Il a avalé sa salive. Alors écoute-moi bien. Ce n'est pas qu'on ne veut pas l'aider. C'est qu'on sait ce qui arrive quand on essaie. J'ai attendu. Le silence, ici, était une monnaie qu'on dépensait avec prudence. Il a parlé d'un homme qui lui avait donné un cheval, une nuit d'hiver. Le lendemain, l'homme avait perdu son ranch dans un incendie. On n'avait jamais retrouvé la cause. Il a parlé d'une femme qui lui avait offert du pain. Son fils avait été arrêté pour un vol qu'il n'avait pas commis. Des coïncidences, a conclu le vieux, sans conviction. Des leçons, ai-je corrigé. Il a hoché la tête, vaincu. Appelle ça comme tu veux. Le résultat est le même. Quand je suis ressorti, le shérif m'attendait. Il n'a pas fait semblant de sourire cette fois. On m'a dit que tu posais des questions, a-t-il dit. Je cherche du travail, ai-je répondu. Le genre de travail qui consiste à réparer des injustices? Il a craché sur le sol. Ici, on n'en a pas. Il s'est approché, assez près pour que je sente le tabac sur son souffle. Tu as passé la nuit hors de la ville. Mauvaise idée. Je n'ai pas reculé. Elle est blessée, ai-je dit. Elle n'est dangereuse pour personne. Le shérif a ri, un rire sec. Tu n'y connais rien. Il a baissé la voix. Elle est dangereuse parce qu'elle se souvient. Puis il s'est redressé. Pars, tant que tu peux encore choisir. Je suis allé voir le marchand. Il m'a fermé la porte au nez. J'ai frappé encore. Il a entrouvert, pâle comme la farine qu'il vendait. Je ne peux pas t'aider, a-t-il murmuré. Personne ne le peut. Je lui ai parlé des rumeurs, des incendies, des arrestations. Il a hoché la tête, les yeux brillants. Tu crois que ça nous rend fiers? A-t-il dit. On survit. C'est tout. Au bureau du shérif, j'ai vu des registres ouverts, des noms rayés, des dates qui se répondaient, un passé nettoyé avec soin. Quand j'ai posé la main sur un dossier, un adjoint m'a attrapé le poignet. Tu n'as rien à faire là. J'ai vu la peur derrière sa colère. Qui décide de ça? Ai-je demandé. Il a serré les dents. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des amis. En quittant la ville, j'ai senti le poids du choix que j'avais fait. La cabane me semblait plus fragile qu'au matin. Je me suis dépêché. Quand je suis arrivé, elle était debout, appuyée contre la table, pâle mais déterminée. Ils sont venus, a-t-elle dit. Pas pour entrer, pour regarder. Je lui ai raconté ce que j'avais appris. Elle a écouté sans m'interrompre, comme si chaque mot confirmait une vérité qu'elle portait depuis longtemps. Tu vois maintenant, a-t-elle dit. Ce n'est pas une malédiction, c'est un système. Elle a parlé alors plus clairement que jamais. Des hommes qui avaient signé des papiers, promis des terres, puis effacé des témoins. Elle avait survécu parce qu'elle s'était cachée, parce qu'elle avait appris à être invisible. Ils ont fait de moi un avertissement, a-t-elle murmuré, pour que les autres se taisent. Je lui ai dit que je ne partirais pas. Elle a fermé les yeux. Chaque homme qui dit ça finit par disparaître. Pas tous, ai-je répondu. Certains laissent des traces. Elle m'a regardé longtemps. Dans ses yeux, j'ai vu la lutte entre l'espoir et la peur. Si tu restes, a-t-elle dit,
Tu deviens leur ennemi. J'ai hoché la tête, alors qu'ils me regardent. La nuit est tombée plus vite que prévu. Des lumières ont bougé au loin, des silhouettes, rien de direct, rien d'illégal, juste assez pour rappeler leur présence. Elle a serré son manteau. Tu devrais partir pendant qu'il est encore temps. J'ai posé une bûche sur le feu. Le temps, ai-je dit, n'a jamais été de notre côté. Nous avons partagé le silence. Il n'était plus seulement lourd, il était tendu, prêt à céder. Je savais que le prochain pas serait plus dangereux que tous les autres. Et pourtant, pour la première fois depuis mon arrivée à Red Hollow, j'avais l'impression de marcher droit. La 4e nuit a commencé avant même que le soleil ne disparaisse. Je l'ai senti venir dans la façon dont les oiseaux se sont tus trop tôt, dans le vent qui a changé de direction sans prévenir. Elle s'est assise près de la table, la main posée à plat sur le bois, comme pour se rappeler que quelque chose, ici, lui appartenait encore. Sa blessure allait mieux, mais son regard était plus dur, plus lointain. La peur avait laissé place à l'anticipation, cette fatigue particulière de ceux qui savent que l'épreuve approche. Ils ne tarderont plus, a-t-elle dit. Pas comme une menace, mais comme une observation. Ils testent toujours d'abord. Ils veulent voir jusqu'où tu es prêt à aller. Je n'ai rien répondu. J'ai vérifié la porte, calé une planche contre la fenêtre, déplacé la table pour créer un angle mort. Des gestes simples, presque dérisoires face à ce qu'elle décrivait. Pourtant, elle m'a observé faire, et j'ai vu dans ses yeux une lueur que je n'avais pas encore vue, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. La nuit est tombée, épaisse, sans lune. Les bruits de la forêt se sont rapprochés, ou peu, était-ce nous qui étions devenus plus attentifs. À un moment, un pas s'est fait entendre près de la cabane, puis un autre. Je me suis figé. Elle aussi. Nous avons attendu. Le souffle retenu. Les pas se sont arrêtés. Une voix a murmuré quelque chose, trop bas pour être compris. Puis le silence est revenu, plus oppressant encore. Ils veulent que tu sortes, a-t-elle soufflé. Ils veulent que tu fasses une erreur. J'ai pensé au shérif, à son sourire absent, à sa façon de parler de choix. Ici, les choix étaient des pièges déguisés. J'ai reculé de la porte. Ils ne m'auront pas ce soir. Elle a hoché la tête. Peut être pas ce soir. Quand le feu affaiblit, elle s'est mise à parler. Pas par fragments, pas par allusion. Pour la première fois, elle a raconté l'histoire entière, ou du moins ce qu'elle pouvait supporter de dire. Elle a parlé de son peuple, des promesses faites par des hommes en veste propre et en bottes neuves, des signatures apposées sur des papiers qu'on ne leur avait jamais laissé lire, puis de la nuit où ces promesses avaient été brûlées, avec les tentes, avec les cris. Elle avait survécu en se cachant sous des corps immobiles, en retenant son souffle jusqu'à ce que le monde se taise. Ils ont effacé les témoins, a-t-elle dit. Sauf moi. Elle a levé les yeux vers moi. Et ils ont compris que tuer ne suffisait pas. Il fallait faire peur. Alors ils avaient commencé autrement, à la suivre, à marquer ceux qui l'aidaient, à transformer la compassion en risque mortel. La ville a appris vite. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Chaque mot ajoutait un poids à mes épaules. Quand elle s'est tue, le feu était presque éteint. Tu n'es pas responsable de leurs crimes, ai-je dit. Elle a esquissé un sourire triste. Mais je porte leurs conséquences. Elle s'est levée avec difficulté. Si tu continues, tu porteras les tiennes. Un bruit sec a retenti contre la porte. Puis un autre. Pas un coup violent. Un avertissement. J'ai senti la colère monter, froide et précise. Sortez, ai-je dit, sans crier. Dites ce que vous voulez dire. Un rire bref a répondu. De l'autre côté. L'étranger est courageux, a dit une voix que je n'avais jamais entendue. Ou stupide. La voix a ajouté. Pars demain. Laisse-la. Et tu n'auras pas de problème. Je me suis approché de la porte, assez près pour que ma voix passe. Et si je refuse? Un silence. Puis, alors tu apprendras. Les pas se sont éloignés. Pas de violence, pas ce soir. Elle s'est appuyée contre le mur, les yeux fermés. Tu vois, a-t-elle murmuré. Ils n'ont même pas besoin de lever la main. Après leur départ, j'ai compris que la cabane n'était plus tenable. Elle l'avait compris aussi. Ils reviendront plus nombreux, a-t-elle dit. Et cette fois, ils entreront. J'ai pensé à un vieux canyon, à une grotte étroite que j'avais vue en arrivant, cachée par des rochers, un endroit difficile d'accès. On part avant l'aube, ai-je dit. Elle a hésité. Tu me suis encore. Ce n'était pas une question. Oui, nous avons préparé le peu que nous avions. Elle s'est arrêtée devant la porte, a posé la main sur le bois. Cette cabane a vu passer beaucoup de fuites, a-t-elle dit. Peu de résistance. J'ai ouvert. L'air froid nous a enveloppés. La nuit semblait retenir son souffle. Nous avons marché longtemps, sans parler. Chaque pas nous éloignait de la ville,
et nous rapprochait du danger. À mi-chemin, des lumières ont bougé derrière nous. Ils nous suivaient déjà. Elle s'est arrêtée. Tu peux encore partir. J'ai serré la mâchoire. Plus maintenant. Elle m'a regardé. Et pour la première fois, j'ai vu la peur céder un peu de terrain à autre chose. Pas de l'espoir. Une reconnaissance lucide. Quand nous avons atteint la grotte, le ciel commençait à pâlir. Nous nous sommes cachés à l'intérieur, le cœur battant. Dehors, les voix se sont rapprochées, puis éloignées. Ils avaient perdu notre trace, pour l'instant. Dans l'ombre, elle a posé sa main sur mon bras. « Ce que tu fais là », a-t-elle dit doucement. Personne ne l'a fait avant. Je savais que cette phrase était à la fois une gratitude et un avertissement. La 4e nuit se terminait, mais la guerre, elle, venait seulement de commencer. L'aube s'est levée sur la grotte comme un soupir retenu trop longtemps. La lumière entrait à peine, découpée par les rochers, dessinant des lignes pâles sur la pierre humide. Nous étions restés immobiles une bonne partie de la nuit, à écouter le monde respirer dehors, à compter les secondes entre 2 battements de cœur. Quand enfin le silence a changé de texture, moins tendu, moins proche, j'ai compris qu'ils avaient cessé de chercher pour le moment. Elle s'est redressée la première. La douleur était encore là, visible dans la façon dont elle posait le pied, mais elle la traitait comme une vieille compagne indésirable. « Ils reviendront », a-t-elle dit. Ce n'était ni une plainte, ni une prophétie. Juste un constat. Pas tout de suite. Ils aiment laisser le temps faire son travail. Nous avons partagé un peu d'eau, du pain sec. Chaque bouchée semblait avoir plus de valeur ici, loin des regards, loin des règles invisibles de la ville. « Tu dois comprendre une chose », a-t-elle repris. Leur pouvoir ne vient pas seulement de la peur qu'ils inspirent, il vient de la patience. Elle m'a raconté comment ils attendaient parfois des semaines avant de frapper, laissant les gens s'épuiser eux-mêmes, se convaincre que le danger était passé. Puis, quand l'espoir revient, ils le brisent. Je pensais à Red Hollow, à ces rues trop propres, à ces silences disciplinés, à la façon dont chacun se disait que survivre était une victoire suffisante. Alors on ne leur laisse pas le temps, ai-je dit. Elle a levé les yeux vers moi, surprise. Tu parles comme quelqu'un qui n'a plus l'intention de fuir. J'ai soutenu son regard. Je n'ai jamais été doué pour attendre. Nous avons quitté la grotte, quand le soleil était assez haut pour effacer nos traces dans la rosée. Nous avons pris un chemin détourné, à travers des terrains que peu de gens fréquentaient. À mesure que nous avancions, j'ai senti son regard peser sur moi. « Tu ne sais toujours pas tout », a-t-elle dit. « Ce que tu as entendu en ville n'est qu'une partie de l'histoire. » J'ai hoché la tête. « Alors, raconte-moi le reste. » Elle a parlé d'un homme, autrefois respecté, aujourd'hui riche et invisible. Un homme qui avait négocié avec son peuple, qui avait souri en promettant la paix. C'est lui qui a donné l'ordre, a-t-elle dit. Pas directement. Il n'a jamais besoin de se salir les mains. Les autres suivaient, parce que suivre était plus sûr que penser, parce que le silence se récompense mieux que la vérité. Nous nous sommes arrêtés près d'un ruisseau pour se reposer. L'eau était froide, claire. Elle a lavé son visage, ses mains. Pendant un instant, elle a ressemblé à quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui n'était pas traqué. Puis le masque est revenu. « Si tu continues, » a-t-elle dit, « ils te feront passer pour fou, ou pire, pour coupable. » J'ai souri sans joie. Ils ont déjà commencé. En fin d'après-midi, nous avons aperçu de la fumée au loin. Une ferme isolée. Je me suis souvenu d'un homme qui y vivait, un ancien soldat, discret, méfiant. « Il ne nous aidera pas », a-t-elle murmuré. « Personne n'aide. »« On verra », ai-je répondu. Quand nous nous sommes approchés, le chien a aboyé, puis s'est tu. L'homme est sorti, la main près de son fusil. Son regard a glissé vers elle, puis est revenu vers moi. « Vous ne devriez pas être là. » Je lui ai parlé simplement. Pas d'accusation, pas de grande vérité. Juste une demande pour de l'eau, pour un endroit où se reposer 1 heure. Il a hésité longtemps, puis il a fait un pas de côté. « Une heure ». À l'intérieur, il n'a presque pas parlé. Il évitait son regard. Pourtant, quand elle a bu, quand elle s'est assise, quelque chose s'est fissuré. Ils ont brûlé mon premier champ, a-t-il dit soudain. Je n'ai jamais su pourquoi. Elle l'a regardé. Vous savez maintenant, quand nous sommes repartis, il nous a donné un sac de provisions. Sans un mot de plus. Tu vois, ai-je dit quand nous étions hors de vue. Même la peur fatigue. Elle a secoué la tête. Ou peut être qu'il a juste décidé de ne plus être seul avec sa honte. La nuit est tombée alors que nous marchions encore. Des bruits derrière nous, trop réguliers pour être des animaux. Il nous avait retrouvés. Elle a accéléré malgré la douleur. Il y a un vieux poste minier, a-t-elle dit. Abandonné.
Nous avons changé de direction. Les voix se sont rapprochées, puis éloignées. Des torches ont brillé entre les arbres. Je sentais leur présence comme une pression sur la poitrine. Nous avons atteint le poste minier juste avant qu'ils ne referment le cercle. À l'intérieur, l'air sentait la rouille et la poussière. Nous nous sommes cachés dans une galerie effondrée. Les pas ont résonné au-dessus de nous. Des voix, un rire. « Ils pensent que tu abandonneras », a-t-elle murmuré dans l'obscurité. « Que tu te lasseras. » J'ai serré la pierre froide sous mes doigts. Ils se trompent. Quand enfin ils sont partis, la nuit était avancée. Elle s'est laissée glisser contre le mur, épuisée. « Pourquoi fais-tu ça » a-t-elle demandé, la voix presque douce. La question m'a surpris. J'ai cherché une réponse simple. Il n'y en avait pas. « Parce que quelqu'un devait arrêter de regarder ailleurs », ai-je dit. Elle a fermé les yeux. « Alors prépare-toi », a-t-elle murmuré. « Ce que tu as fait aujourd'hui n'était qu'un avertissement. Demain ils cesseront de jouer. » Dans le silence du poste minier, j'ai compris que le 5e pas venait d'être franchi. Nous n'étions plus seulement en fuite. Nous étions devenus une menace. Le matin s'est levé sans couleur, comme si le monde retenait son souffle. Dans le poste minier, l'air était lourd, chargé de poussière et de promesses anciennes. Elle s'est réveillée avant moi, assise, le regard fixe, déjà ailleurs. Sa blessure la faisait encore souffrir, mais elle ne disait rien. La douleur était devenue une langue qu'elle parlait couramment. Je lui ai tendu de l'eau. Elle a bu, puis a posé la gourde entre nous, comme on pose un pacte. « Aujourd'hui, ils changent de méthode », a-t-elle dit. « Ils vont vouloir te convaincre que tu es seul. » Je n'ai pas répondu. J'avais appris que le silence pouvait être une arme, quand il n'était plus imposé. Nous avons quitté la galerie par une sortie basse, en laissant derrière nous des traces confuses, mêlées, comme si nous étions plusieurs à partir dans des directions différentes. Dehors, le vent balayait la terre, effaçant les preuves avec une efficacité cruelle. Nous avons marché vers le nord, là où les collines se replient et où les chemins cessent d'être des promesses. En avançant, j'ai senti quelque chose changer en moi. La peur n'avait pas disparu, mais elle s'était rangée à sa place. Elle n'occupait plus tout l'espace. À sa place, il y avait une détermination calme, presque froide. « Ils vont parler de moi », ai-je dit enfin. « Ils vont dire que je mens, que je cherche des ennuis. » Elle a hoché la tête. « Ils diront que tu es dangereux. » À midi, nous avons aperçu un groupe d'hommes au loin. Pas des poursuivants, pas encore. Des travailleurs, des silhouettes qui s'arrêtaient en nous voyant. Leurs regards se sont croisés, hésitants. L'un d'eux a levé la main, puis l'a laissé retomber. Elle s'est radie. « N'approche pas trop », a-t-elle murmuré. « Ils veulent voir si tu es contagieux. » J'ai avancé quand même, sans hâte, sans défi. « Nous ne cherchons pas de problème », ai-je dit. Les hommes ont échangé un regard, l'un a craché par terre. Les problèmes te trouvent tout seul, étranger. Ils nous ont laissé passer, mais leurs yeux nous ont suivis longtemps. Je savais ce que cela signifiait. Le message voyagerait plus vite que nous. En fin d'après-midi, nous avons trouvé refuge près d'un vieux pont de bois, à moitié effondré. Un endroit discret, mais pas sûr. Elle s'est assise, épuisée. « C'est ici que tu dois décider », a-t-elle dit. « Continuer, c'est accepter de perdre ce que tu n'as pas encore perdu. » Je me suis assis en face d'elle. Ils m'ont déjà pris l'illusion que je pouvais passer sans choisir, ai-je répondu. Je n'ai plus grand-chose à perdre. Elle a souri, un sourire bref, presque reconnaissant. « Tu te trompes », a-t-elle dit doucement. « Tu peux perdre ton nom. » Cette phrase est restée suspendue entre nous, lourde de sens. Dans ces airs, le nom était parfois tout ce qui restait. La nuit est tombée, et avec elle, les voix. Elles sont venues de partout et de nulle part. Des appels, des murmures, des rires étouffés. Ils ne se cachaient plus vraiment. Ils voulaient que nous sachions. « Étranger !» a crié quelqu'un. « Tu veux être un héros ?» Un autre a ajouté. « On peut arranger les choses. » Elle a fermé les yeux. Les offres commencent. Je me suis levé, visible, sans m'approcher. « Par l'éclair », ai-je dit. Un homme s'est avancé, seul, les mains ouvertes. « Pars demain. Dis que tu t'es trompé. On oubliera tout. » J'ai senti la tentation glisser comme un serpent. Pas pour moi, mais pour elle, la promesse d'un répit. Elle a secoué la tête, imperceptiblement. « Ne les crois pas », a-t-elle murmuré. « Ils n'oublient jamais. »« Et si je refuse ?» ai-je demandé. L'homme a souri. « Alors on parlera de toi autrement. » Il a reculé, et les voix se sont éloignées. Pas d'attaque, pas encore. La pression était le vrai coup. Elle s'est laissée tomber contre le pilier du pont, le souffle court. « Ils vont te salir », a-t-elle dit. « Faire de toi la cause de tous les maux. » J'ai pensé à Red Hollow, au registre,
au nom rayé. Alors on leur donnera autre chose à raconter. Au milieu de la nuit, un coup de feu a retenti au loin, puis un autre, des cris, pas près de nous. Un avertissement. Il brûle quelque chose, a-t-elle murmuré, pour nous rappeler ce qu'ils peuvent faire. J'ai senti la rage monter, claire, brûlante. Ils ne me feront pas reculer avec des ombres. Elle m'a regardé, longtemps. La colère peut te porter, a-t-elle dit, mais elle doit rester froide. À l'aube, un homme est arrivé seul, sans arme apparente. Je l'ai reconnu, l'adjoint du shérif. Il avait l'air fatigué, vieilli. Je ne suis pas venu pour eux, a-t-il dit. Je suis venu pour moi. Il a parlé vite, comme s'il avait peur de changer d'avis. Des preuves, des lettres, des dates, un endroit où des documents avaient été cachés. Si tu continues, a-t-il dit, ils me feront disparaître. Mais si je me tais, je disparaîtrai quand même. Elle l'a regardé sans méfiance excessive. Tu sais ce que ça coûte, a-t-elle dit. Il a hoché la tête. Oui. Quand il est parti, le pont a semblé plus fragile. Mais quelque chose avait changé. Nous n'étions plus seuls, pas vraiment. C'est le point de rupture, a-t-elle dit quand le soleil a percé les nuages. Ils vont frapper plus fort. J'ai serré la sangle de mon sac. Alors on avancera plus loin. Elle s'est levée, malgré la douleur, droite. À partir d'aujourd'hui, a-t-elle murmuré, tu n'es plus seulement celui qui protège, tu es celui qui révèle. Le 6e jour s'est terminé sur cette certitude. La peur avait changé de camp, un peu. Pas assez pour nous sauver, assez pour les obliger à agir. Et je savais que la prochaine étape serait la plus dangereuse de toutes. Le 7e jour s'est ouvert sous un ciel trop clair, comme si la lumière elle-même voulait tout révéler d'un coup. Nous avons quitté le pont à l'aube, sans regarder derrière nous. L'adjoint avait parlé d'un endroit précis, au-delà des collines, là où la terre garde mieux les secrets que les hommes. Un ancien relais de diligence, abandonné depuis des années, où des coffres avaient été dissimulés sous le plancher, des preuves, des noms. Assez pour fissurer l'édifice bâti sur la peur. La marche a été longue. Elle avançait avec une détermination silencieuse, refusant de laisser la douleur dicter le rythme. Je sentais la tension dans l'air, une attente nerveuse, comme avant un orage. Ils savent où nous allons, a-t-elle dit sans ralentir. Pas l'endroit exact. L'idée, je n'ai pas contesté. Les rumeurs couraient plus vite que les chevaux, et aujourd'hui, elles avaient des dents. À mi-chemin, nous avons entendu les sabots. Pas loin, trop réguliers pour être des voyageurs. Je les tirai hors du chemin. Derrière un talus, 3 hommes sont passés, armés, les regards balayants. Ils n'ont pas vu nos traces, ou ont fait semblant. La chasse commence, a-t-elle murmuré. Ce mot n'était plus une métaphore. Il ne cherchait plus à intimider. Il voulait finir. Quand le relais est apparu, isolé dans une clairière brûlée par le soleil, j'ai compris pourquoi il avait été choisi. Personne ne venait ici par hasard. Nous avons entrouvert la porte. Le bois gémit comme un vieil animal. À l'intérieur, la poussière couvrait tout. Sous le plancher, nous avons trouvé ce que l'adjoint avait promis. Des registres, des lettres scellées, des contrats signés par des hommes qui, officiellement, n'avaient jamais été là. Elle a feuilleté les documents avec des mains tremblantes. Voilà pourquoi ils ont peur, a-t-elle dit. Pas de moi, de ce papier. J'ai pris les noms, les dates, les lieux, tout concordait. Le massacre, les terres volées, les menaces déguisées en accident. La vérité avait une odeur de moisie et de sueur froide. Un bruit a retenti dehors. Puis un autre. Des pas encerclaient le relais. Ils sont là, ai-je dit. Elle a levé les yeux, calme. Ils ont attendu que tu trouves. Maintenant ils peuvent te traiter comme un voleur. J'ai senti la colère se transformer en lucidité. Alors on sort avec ça. Elle a secoué la tête. Pas par la porte. Nous avons soulevé une trappe à l'arrière, débouchant sur un ravin étroit. Nous avons glissé, chuté, roulé dans la poussière. Les voix ont éclaté derrière nous. Des coups de feu ont claqué, pas pour tuer, pour guider, pour nous pousser. Nous avons couru, le souffle en feu, jusqu'à une paroi rocheuse où un sentier presque invisible serpentait. Elle connaissait ce chemin. Elle l'avait appris pour survivre. À un détour, elle s'est arrêtée brusquement. Devant nous, 2 hommes bloquaient le passage. Derrière, les autres se rapprochaient. C'est ici, a-t-elle dit, ce qu'ils veulent depuis le début. J'ai compris. Ils voulaient la forcer à choisir entre se rendre et me sacrifier. Pars, a-t-elle murmuré. Prends les documents. J'ai secoué la tête. Pas sans toi. Les hommes ont avancé. L'un a parlé, d'une voix presque aimable. Laisse-la, tu repartiras vivant.
J'ai senti le poids des papiers contre ma poitrine. La tentation de sauver au moins la vérité. Elle a posé sa main sur la mienne. « Écoute-moi » a-t-elle dit. « S'ils me prennent, ils effaceront tout. » J'ai pris une décision qui m'a coupé le souffle. J'ai lancé le sac de documents dans le ravin, là où l'eau coulait en contrebas. Les hommes ont juré. « Tu crois que c'est fini » a crié l'un d'eux. « Non » ai-je répondu. « Je crois que ça commence. » Profitant de leur hésitation, nous avons forcé le passage. Les coups de feu ont éclaté, cette fois pour de vrai. Une balle a ricoché, une autre a sifflé trop près. Nous avons dévalé le sentier, glissé, chuté encore. Quand le bruit s'est éloigné, nous nous sommes arrêtés, haletants. Elle s'est appuyée contre un rocher, pâle. « Tu as tout perdu » a-t-elle murmuré. J'ai secoué la tête. Non, ils ne savent pas nager. Nous avons atteint le ruisseau. L'eau avait emporté le sac, mais je connaissais le courant. Plus loin, il ralentissait, déposant ce qu'il prenait. « On les récupérera » ai-je dit. Elle m'a regardé, incrédule, puis a ri. Un rire bref, presque sauvage. « Tu apprends vite. » La nuit est tombée sur une fuite plus désordonnée. Nous étions blessés, épuisés, mais vivants. « Ils ont perdu le contrôle » a-t-elle dit. « C'est dangereux. » J'ai hoché la tête. Pour eux aussi, nous savions désormais que la confrontation finale approchait. Ils avaient cessé de jouer. Nous aussi, quand nous nous sommes arrêtés enfin, loin, très loin, elle a posé sa tête contre mon épaule. « Aujourd'hui, » a-t-elle murmuré, « tu as cessé d'être un protecteur. Tu es devenu une cible. » J'ai regardé les étoiles, froides et indifférentes. Alors qu'ils visent bien. Le 7e jour s'est achevé ainsi, dans la certitude que la vérité, même jetée à l'eau, savait remonter à la surface. La nuit nous a recouverts comme une couverture trop courte. Nous étions en mouvement, encore, portés par l'inertie, plus que par la volonté. Nos pas résonnaient dans la vallée étroite, puis se perdaient dans l'herbe haute. Quand enfin nous nous sommes arrêtés, le silence n'était pas sûr, mais il était réel. J'ai senti mes épaules se relâcher d'un doigt à peine, assez pour respirer. Nous avons trouvé refuge sous un surplomb rocheux, à l'abri du vent. L'eau du ruisseau charriait une lueur pâle, comme si la lune y déposait ses fragments. Elle s'est assise lentement, le dos contre la pierre. Sa respiration était courte. La blessure, rouverte par la fuite, avait repris sa voix. Je me suis agenouillé, j'ai refait le pansement, serré juste assez pour arrêter le sang sans voler l'air. Elle a fermé les yeux, puis les a rouverts aussitôt. Dormir, ici, était encore un risque. Ils vont mentir plus fort maintenant, a-t-elle dit. Dire que tu as volé, que tu as attaqué. Je savais. Déjà, la ville devait bruisser de versions commodes, de récits prêts à l'emploi. Qu'il parle, ai-je répondu. On a besoin qu'il parle trop. Elle a froncé les sourcils. Trop, c'est dangereux. J'ai hoché la tête. Trop, ça laisse des fissures. À l'aube, nous sommes repartis vers le ruisseau. Là où le courant ralentissait, la terre était molle, le fond chargé de branches et de pierres. Nous avons cherché longtemps, les doigts gourds, jusqu'à sentir le cuir. Le sac, il était déchiré, trempé, mais les papiers avaient survécu. Des noms bavaient, des dates s'effaçaient, mais l'essentiel tenait. Elle a serré les feuillets contre elle, comme on serre une preuve vivante. Ils ont voulu les noyer, a-t-elle murmuré. Ils n'y arrivent jamais. Nous savions que garder ces documents sur nous était une invitation. Il fallait les disperser, les multiplier. Il y a des gens qui écoutent quand on parle assez fort, ai-je dit, et d'autres qui écoutent quand on chuchote. Elle a compris. Nous avons partagé les papiers en 3 paquets, dissimulés dans des cachettes différentes, le long de la vallée. Une sous une pierre plate, une dans un tronc creux, la dernière cousue grossièrement dans la doublure de mon manteau. Si l'un tombe, ai-je dit, les autres parleront. À midi, nous avons aperçu une route plus large. Des charrettes passaient parfois, reliant des bourgs qui n'avaient pas encore appris la peur de Red Hollow. C'est là qu'ils tenteront de t'isoler, a-t-elle dit. Ils te feront passer pour un trouble-fête. J'ai souri sans joie. Je suis prêt à ce costume. Nous avons attendu qu'un convoi s'approche. Quand il est arrivé, j'ai levé la main. Les hommes ont hésité, puis se sont arrêtés. Je leur ai parlé calmement, sans tout dire. Assez pour éveiller l'inconfort, assez pour semer une question. Ils sont repartis avec un silence lourd. Elle m'a regardé. Tu prends des risques inutiles. Non, ai-je répondu. Je plante des graines. Elle a soupiré, mais je l'ai vue sourire, très légèrement. Une reconnaissance prudente. La fin d'après-midi a apporté la réponse de nos ennemis. 2 cavaliers sont apparus sur la crête, silhouette nette, trop assurés.
Il ne cherchait pas à se cacher. Il voulait être vu. Le temps de la persuasion est fini, a-t-elle dit. Nous avons pris un sentier latéral, escarpé, qui serpentait vers des rochers rouges. Les cavaliers nous ont suivis à distance, nous poussant vers un goulet étroit. Un piège. Je l'ai senti trop tard. Quand ils ont surgi devant nous, 4 maintenant, j'ai levé les mains, non par soumission, mais pour gagner une seconde. Vous êtes têtu, a dit l'un. Et vous êtes pressé, ai-je répondu. Cette seconde m'a suffi pour lancer une pierre dans le vide derrière eux. Un éboulement a grondé. Bref, violent. Pas assez pour les ensevelir, assez pour rompre la formation. Nous avons forcé le passage, glissé, roulé. Elle a crié quand sa blessure a cédé, mais elle a continué. Plus loin, nous nous sommes arrêtés, à bout de souffle. Le goulet nous protégeait désormais. Les cavaliers n'osaient pas s'engager. Tu vois, a-t-elle dit, ils savent compter. J'ai repris mon souffle. Alors comptons plus large. La nuit est tombée sur une décision simple et terrible. Nous ne pouvions plus seulement fuir. Il fallait frapper là où ils n'avaient pas l'habitude de se défendre, la lumière. Nous avons atteint un bourg au crépuscule. Des lanternes s'allumaient, des voix riaient. Elle s'est arrêtée à l'entrée, hésitante. Ici, a-t-elle dit, je suis encore un risque. Ici, ai-je répondu, tu es une histoire. Nous sommes entrés. J'ai parlé au premier groupe, puis au second. Pas d'accusation directe. Des faits, des questions, des papiers montrés à demi. J'ai senti l'attention se tendre, se déplacer. Des regards se sont croisés. Quelqu'un a demandé un nom, puis un autre. Les cavaliers nous ont retrouvés trop tard. Dans la foule, leur assurance s'est fissurée. Ils ont tenté de rire, de minimiser. Une femme a pris la parole. Un homme a demandé à voir. Le cercle s'est refermé autour d'eux, non par violence, mais par curiosité. La pire des menaces pour ceux qui vivent du silence. Quand la nuit a été pleine, nous nous sommes retirés, discrets. Elle marchait plus droit, malgré la douleur. Tu viens de les obliger à réagir au grand jour, a-t-elle dit. Ils détestent ça. J'ai regardé les étoiles, cette fois moins indifférentes. Tant mieux. Nous avons trouvé un dernier abri, un grenier abandonné. Elle s'est assise, épuisée, mais ses yeux brillaient. Le 8e pas, a-t-elle murmuré. C'est celui où l'on cesse d'avoir peur de la foule. J'ai posé le manteau près d'elle, sentant le poids des papiers cousus. Le 9e, ai-je répondu, sera celui où ils feront une erreur. Dans le silence tiède du grenier, je savais que cette erreur approchait. Le 9e jour a commencé avec une rumeur, pas un bruit précis, pas une phrase complète. Une rumeur comme une traînée de poudre, invisible et insistante, qui court de bouche en bouche et change de forme sans perdre sa chaleur. Nous l'avons senti avant de l'entendre, dans les regards trop curieux, dans les silences soudains respectueux. Le monde s'était mis à parler de nous sans nous demander la permission. Dans le grenier, l'air était tiède, chargé de poussière et d'odeurs anciennes. Elle s'est redressée lentement, le visage pâle mais déterminé. Ils vont tenter de reprendre la main, a-t-elle dit. Ils ne peuvent plus effacer, alors ils vont noyer. Je savais ce que cela signifiait. Trop d'informations, trop de versions, assez pour rendre la vérité floue. Alors on clarifie, ai-je répondu. Elle m'a regardé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Nous avons quitté le bourg au lever du soleil. Sur la route, des gens nous ont salués, d'autres nous ont évités. Les cavaliers n'étaient plus visibles, mais leur absence même était un message. Ils travaillaient ailleurs, dans l'ombre, à préparer le terrain. Ils vont te provoquer, a-t-elle dit, te pousser à une erreur. J'ai hoché la tête. Qu'ils essaient. À midi, la provocation est venue sous la forme d'un homme bien habillé, accompagné de 2 gardes. Il s'est présenté comme un représentant légal, avec des papiers propres et un sourire fatigué. Il y a des accusations graves, a-t-il dit calmement. Des documents volés, des rumeurs dangereuses. Il a posé son regard sur elle, un instant trop long, et des blessures que l'on pourrait éviter. Elle a serré les poings. Je me suis interposé, parlez à moi. Il a proposé un arrangement. Une somme d'argent, un passage sûr hors de la région, la promesse d'une vie tranquille. Vous sauverez tout le monde, a-t-il conclu. En cessant de parler, j'ai senti la colère se lever, mais je l'ai tenue. Vous appelez ça sauver? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. J'appelle ça être raisonnable. Elle a murmuré, pour moi seul. Ils ne savent faire que ça. Nous avons refusé. L'homme a souri, un sourire plus dur. Alors vous aurez un procès, a-t-il dit, et les procès mangent les gens. Il est parti, laissant derrière lui
Une promesse de papier et de chaîne. Voilà leur erreur, a-t-elle dit quand il a disparu. Ils veulent te juger là où ils contrôlent encore. J'ai compris. S'ils nous traînaient dans l'arène, ce serait pour nous isoler. Il fallait changer d'arène. Nous avons fait demi-tour vers le bourg. J'ai demandé à voir le maire, le pasteur, le responsable du marché. Pas tous, juste assez pour créer un noyau. J'ai posé des faits sur la table, montré des copies, raconté sans crier. Elle a parlé ensuite, d'une voix posée, sans accusation, sans pathos. Les visages ont changé. Pas tous, mais assez. Nous voulons que ce soit public, ai-je dit, pas un procès, une assemblée. La nouvelle a couru. À la tombée du jour, la place s'est remplie. Des lanternes, des chuchotements, des pas. Les cavaliers étaient là, mêlés à la foule, moins sûrs d'eux. Le shérif de Red Hollow est apparu, crispé. Il a tenté de prendre la parole. La foule a attendu. Il a parlé d'ordre, de prudence. Puis j'ai parlé, pas longtemps, des dates, des noms, des contrats. J'ai laissé la parole à elle. Elle a raconté, simplement, sans lever la voix, la nuit du feu, les promesses, les hommes qui souriaient. Le silence a pris. À mesure qu'elle parlait, j'ai senti la foule se rapprocher, pas d'elle, de la vérité. Quelqu'un a crié qu'il fallait vérifier. Un autre a demandé à voir les papiers. Les gardes ont hésité. Le shérif a pâli. Alors l'erreur est arrivée. Un homme a tenté de l'attraper, de la tirer hors du cercle. Un geste de trop, visible, brutal. La foule a réagi, pas par violence aveugle, mais par refus. Des mains se sont levées. Des voix ont protesté. Laissez-la parler. Le shérif a ordonné de se disperser. Personne n'a bougé. Le pouvoir avait changé de place. Dans la confusion, l'adjoint est apparu. Il a brandi une liasse de documents. Cela aussi, a-t-il dit. Ils viennent de votre bureau. Un murmure a parcouru la place, comme une vague. Le shérif a reculé d'un pas. Les cavaliers se sont figés. Trop tard pour rire, trop tard pour minimiser. La nuit s'est achevée sans arrestation, sans sang. Mais quelque chose avait cédé. Les hommes de l'ombre avaient été forcés à la lumière, et la lumière n'était pas douce. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit quand nous nous sommes retirés. Non, ai-je répondu. Mais ce n'est plus caché. Dans le calme relatif qui a suivi, j'ai senti le poids des jours se déposer. La fatigue était profonde, mais elle n'écrasait plus. Demain, ai-je dit, ils choisiront entre fuir et tomber. Elle a hoché la tête. Et quoi qu'ils choisissent, a-t-elle murmuré, ils ne pourront plus prétendre que je n'existe pas. Le 9e jour s'est conclu ainsi, sur une place encore tiède des pas de la foule, avec la certitude que la vérité avait cessé d'être une proie. Elle était devenue un feu autour duquel chacun devait se positionner. Le 10e jour s'est levé dans un silence neuf, différent de tous les autres. Ce n'était plus le silence imposé de Red Hollow, ni celui, tendu, de la fuite. C'était un silence d'après, fragile, comme la terre après un incendie. La place était encore là, avec ses lanternes éteintes et ses traces de pas, mais l'air avait changé. Les gens marchaient plus lentement, se regardaient davantage, comme s'ils redécouvraient le poids de leurs propres gestes. Elle s'est tenue à l'écart, près de la fontaine. Sa blessure la faisait toujours souffrir, mais elle ne se cachait plus. Son dos était droit, ses yeux observaient sans crainte. Ils vont essayer une dernière chose, a-t-elle dit. Une fuite propre. Je savais ce que cela signifiait. Partir avant que les questions deviennent des preuves, disparaître derrière des frontières d'argent et d'amitiés anciennes. Alors on les empêchera de partir seuls, ai-je répondu. La nouvelle est arrivée par un garçon essoufflé. Le shérif avait quitté Red Hollow avant l'aube. 2 cavaliers l'accompagnaient, direction le sud. La rumeur a couru plus vite que lui. Des hommes se sont rassemblés. Pas une foule en colère. Une foule décidée. On veut des réponses, a dit quelqu'un. Une femme a ajouté. Pas demain. Aujourd'hui. J'ai regardé elle. Elle a hoché la tête. Allons-y. Nous avons pris la route du sud. Pas en chasse. En marche. À mesure que nous avancions, d'autres se joignaient. Des visages fermés, puis déterminés. Des gens qui avaient appris à se taire et qui découvraient qu'ils pouvaient parler ensemble. À la lisière d'un col, nous les avons rattrapés. Le shérif s'est arrêté, a levé les mains, trop tard pour paraître innocent. Vous n'avez aucune autorité ici, a-t-il dit. La foule s'est arrêtée. Elle a avancé d'un pas. Si, a-t-elle dit calmement. Nous avons la mémoire. Il a tenté de parler d'ordre, de procédure, des mots usés. L'adjoint a montré les documents. Des noms ont été prononcés, des dates. Le shérif a regardé autour de lui, cherchant une sortie. Il n'y en avait plus.
Les cavaliers ont reculé. L'un d'eux a laissé tomber son arme. Personne n'a bougé. La chute était déjà faite. Ce n'a pas été spectaculaire. Pas de menottes, pas de coups. Des hommes ont pris note. Des témoins ont été désignés. La vérité, une fois posée, n'avait plus besoin de théâtre. Vous aurez un procès, a dit quelqu'un. Le shérif a hoché la tête, vidé. Cette fois, a répondu une voix dans la foule. Il sera public. Quand tout s'est dispersé, elle est restée un instant immobile. Je l'ai vue respirer profondément, comme si elle déposait un poids ancien. C'est fini? Ai-je demandé. Elle a souri, doucement. Non, mais c'est commencé. Elle a regardé la route, puis la foule qui se dissolvait. La peur n'est plus une règle, elle est devenue un choix. Yo! Nous sommes retournés vers le bourg. Les gens nous saluaient sans détourner les yeux. Un marchand a offert de l'eau. Une femme a posé une couverture sur ses épaules. Des gestes simples, mais qui valaient plus que tous les discours. Elle les a acceptés sans se plier, sans s'excuser. Tu vois, a-t-elle dit à voix basse, ils n'osaient pas protéger. Maintenant, ils apprennent. Au crépuscule, nous nous sommes assis près de la fontaine. La lumière dorée dessinait des ombres longues. « Et toi ?» a-t-elle demandé. « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» La question m'a surprise. J'ai pensé à l'ouest, aux routes, aux villes qui se ressemblent. Puis à ce lieu précis, à ce moment. Je reste un peu, et je dis. Le temps que les choses tiennent debout. Elle a hoché la tête. Alors je ne serai plus seul. La nuit est tombée. Paisible. Pas parfaite. Paisible. Les étoiles semblaient plus proches. J'ai pensé à Red Hollow, à ses silences, à la règle non écrite qui avait tenu si longtemps. Elle n'avait pas disparu par la force, mais par la lumière. « Tu sais pourquoi personne n'osait me protéger ?» a-t-elle dit. « Oui, parce qu'ils avaient appris que la peur était plus sûre que la vérité. » Elle a posé sa main sur la pierre froide. Aujourd'hui, ils ont appris autre chose. Nous avons parlé longtemps, sans urgence. Des projets modestes, des réparations à faire, des réunions à tenir. Rien de grand, tout d'essentiel. Quand je me suis levé, elle s'est levée aussi. « Merci », a-t-elle dit. Un mot simple. Je l'ai accepté sans le repousser. « Tu as porté la vérité plus longtemps que moi », ai-je répondu. Je n'ai fait que marcher à côté. Le 10e jour s'est achevé ainsi, sans triomphe, sans fanfare, avec une certitude tranquille. Protéger n'était plus un acte isolé. C'était devenu un mouvement. Et dans cette ville qui avait appris à détourner les yeux, une femme apache marchait désormais sans être invisible. Et moi, je savais pourquoi personne n'osait la protéger autrefois, et pourquoi désormais personne n'oserait plus l'abandonner.